Bon après-midi, mesdames et messieurs, et bienvenue au webinaire d'aujourd'hui. Je vous rappelle que cette téléconférence est enregistrée. À ce stade, les participants sont en mode écoute. Si vous êtes au téléphone et que vous avez besoin de l'aide d'un téléphoniste pendant l'appel, veuillez appuyer sur étoile 0. Sur l'Internet, si vous avez besoin de soutien, veuillez vous servir de la boîte de dialogue. Je cède à présent la parole à votre animatrice, Jennifer Thornhill-Verma, directrice principale à la FCISS. Jennifer Thornhill-Verma, bonjour et merci d'être des nôtres. Commençons par reconnaître que nous nous réunissons sur une terre habitée par les peuples autochtones depuis le début. En particulier, nous reconnaissons que nous diffusons ce webinaire à partir d'Ottawa, qui est le territoire traditionnel non cédé de la nation algonquine. Et nous reconnaissons et apprécions profondément le lien historique avec cet endroit et l'occasion de s'y réunir aujourd'hui. Nous voulons exprimer notre reconnaissance partout au Canada à cet effet. Le sujet d'aujourd'hui est l'innovation en santé et l'évolution des partenariats avec le patient. Alors, quelques questions d'ordre administratif pour commencer. Prenez un petit instant pour vous présenter dans la boîte de dialogue. Je vois qu'il y a des gens à Calgary et même à Saint-Jean-Terre-Neuve, mais prenez le temps de vous présenter. Si vous avez des questions d'entrée de jeu, nous sommes heureux de les prendre. Nous allons effectivement répondre à vos questions à la fin de ce webinaire, mais posez-les chemin faisant. Dites-nous quel est votre organisme et comment vous agissez en partenariat avec vos patients. Nous avons un service d'interprétation simultanée ainsi qu'une boîte de dialogue entièrement bilingue. Tout au cours de ce webinaire, vous pouvez poser vos questions dans la boîte de dialogue, mais comme je le disais un peu plus tôt, nous avons réservé quelques minutes à la fin du webinaire pour répondre à vos questions. Alors, je suis Jen Thornhill-Verma, directrice principale ici à la FCISS, et je suis très heureuse d'être accompagnée de Julie Jury, qui est responsable stratégique des partenariats avec le patient à la FCISS. Nous avons annoncé en septembre la venue de Julie et elle contribue plus d'une décennie d'expérience à titre de représentante des patients et de leurs familles auprès d'organismes locaux, régionaux et nationaux. Julie a une expérience très riche dans le domaine. Et elle nous aide, nous, à la FCISS, à instaurer des programmes qui cherchent à apporter de véritables changements dans les partenariats avec le patient. Nous sommes également accompagnés de Lindsay Yarrow, normalement Kingston, aujourd'hui Ottawa, qui est responsable de l'amélioration pour ce défi Innovation Priorité Santé. Alors, passons à nos objectifs. Alors, que souhaitons-nous réaliser au cours du webinaire d'aujourd'hui? Eh bien, cela fait partie de notre série intitulée Défi Innovation Priorité Santé, alors vous en entendrez parler. Nous avons des équipes en ligne qui participent à ce défi. Alors, si effectivement vous faites partie d'une de ces équipes, veuillez vous présenter. C'est une excellente occasion pour vous de partager les travaux que vous faites. Et en résumé, donc, le défi consiste à travailler ensemble pour améliorer l'accès aux services de santé mentale et de lutte contre les dépendances, ainsi qu'aux soins à domicile et en milieu communautaire. Nous avons publié des indicateurs qui sont des points à améliorer en santé. Donc, ces équipes réagissent à ces améliorations éventuelles et travaillent avec les patients pour y parvenir. Nous savons que le travail dans ce domaine, comme dans tout domaine, vraiment, est bien connu des patients et des familles. Comment améliorer quelque chose sans faire participer les gens qui sont touchés par vos efforts? Julie nous parlera de ce que sont ces partenariats et nous allons nous concentrer sur les principes et les stratégies qui permettent de créer des partenariats avec les patients et leurs familles et sur l'instauration de milieux dans lesquels les partenariats patients-famille font partie de la culture organisationnelle. Nous partagerons également avec vous le défi priorité santé et la manière d'y participer pour nous aider à améliorer l'accès aux soins dans ces secteurs. Sur ce, je cède la parole à Julie. Julie Jury, merci Jennifer. Très heureuse d'être en ligne avec vous. Merci beaucoup d'être des nôtres. Alors, je vais vous présenter au cours des moments à venir quelques concepts concernant la participation des patients, les partenariats avec les patients, le leadership avec les patients, les soins centrés sur le patient. Enfin, la liste est longue. Nous avons énormément de terminologie dans nos politiques de santé. Et je vais me concentrer sur les politiques et ce à quoi ça ressemble d'un point de vue pan-canadien. Et ce que cela peut signifier pour ceux d'entre vous qui êtes au téléphone aujourd'hui et qui souhaitez participer à ces innovations en santé. Donc, l'importance de faire participer les patients et leurs familles à vos travaux.
Alors voici, ici à la FCISS, nous concentrons beaucoup sur les patients, les proches et les proches aidants à titre de membres de l'équipe de soins. D'ailleurs, dans notre stratégie, nous redéfinissons les soins de sorte que les patients, les familles, les proches aidants fassent partie de l'équipe et soient au premier rang des membres de cette équipe. Et ce n'est pas des vœux pieux, cela fait partie des véritables travaux engagés par la FCISS. Nous vivons cette culture de la participation et nous travaillons étroitement avec les prestataires de services de santé et sociaux de tous les gouvernements, de tous les paliers, et nous travaillons avec bien d'autres personnes, des organismes publics et privés, qui sont voués à l'amélioration des services de santé. À la FCISS, nous avons identifié 6 leviers de l'amélioration des services de santé. Mon préféré se trouve en bas à gauche, comme vous le voyez. Mobiliser les patients et les citoyens. De nouveau, nous insistons ici sur la culture de la FCISS, le point de vue de la FCISS. Si vous travaillez avec nous à un de nos projets collaboratifs, un de nos programmes, une de nos initiatives ou une de nos initiatives d'innovation, nous nous attendons tout à fait à ce que les patients et les citoyens fassent intimement partie de vos efforts. Il s'agit aussi quand même de faire participer les gestionnaires et les prestataires de première ligne, se concentrer sur les besoins de la population, élaborer des politiques et des mesures incitatives favorables, renforcer la capacité organisationnelle et promouvoir la prise de décision éclairée par des données probantes. Alors, il s'agit d'une approche d'équipe. Les patients, leurs familles, les proches aidants sont des personnes qui ont une expérience vécue. Ils ont une expertise très précieuse qui nous permet d'éclairer nos programmes et surtout d'éclairer ces projets de défi innovation. Alors j'espère que j'ai jeté les bases de notre culture, du fonctionnement de la FCISS et j'espère qu'au fil des 15 ou 20 prochaines minutes, je pourrai vous aider à comprendre ce à quoi cela ressemblera dans votre organisme et comment votre culture peut aussi contribuer à améliorer la sensibilisation et la mobilisation des partenariats avec le patient. Je vais à présent présenter quelques principes et définitions de la participation des patients et du partenariat avec les patients. Et chemin faisant, je communiquerai quelques données dont on dispose déjà et je vous expliquerai aussi comment la participation du patient a évolué au fil de la dernière décennie. J'aime beaucoup les caricatures et en voici une que j'apprécie beaucoup. Bien qu'elle soit un peu ridicule, cela nous montre quand même l'évolution de la participation du patient et de sa famille. Peut-être qu'on devrait demander aux patients ce qu'ils en pensent lorsqu'il est question de qualité des soins. Alors, certains des principes d'une bonne participation, d'un bon partenariat avec le patient. Je commence par ici parce que ces principes sont très importants si l'on veut effectivement soutenir la participation du patient à vos défis, innovation santé, aux travaux de politique ou même aux travaux de programme que vous réalisez. Et je parle au-delà des défis innovation, priorité santé. D'ailleurs, je regarde la boîte de dialogue, je vois des amis, je vois Nella qui a un nouveau rôle en Alberta, je vois Paula qui est une amie à moi. Enfin, je suis très heureuse de voir que beaucoup de gens sont intéressés par ces défis innovation, priorité santé. Alors, de retour au principe, intégration, très important. L'accueil, l'intégration, c'est très important. Un patient ne se sentira pas à l'aise dans vos travaux si vous ne leur expliquez pas clairement quels sont les tenants et aboutissants de votre organisme, sa structure, la culture de votre organisme, ce qui importe le plus pour votre organisme, ce que sont vos principes stratégiques, mais par ailleurs aussi quelques mots sur votre culture de la participation. Où en êtes-vous sur le continuum de la participation dont on parlera dans un petit moment? Donc, accueil, intégration, très important. Un autre principe très important de la participation du patient est la communication rapide et continue, tôt. Très souvent, j'ai vu des organismes dire, bon, écoutez, on va démarrer, s'organiser, avoir quelques rencontres et ensuite, quand on sera prêt, on fera venir un patient partenaire. Alors, sauf tout le respect que je dois à ces organismes et aux équipes qui ont peut-être adopté cette approche, ce n'est pas un moyen efficace de mobiliser vos patients. Les patients partenaires doivent participer très tôt. C'est ce qui permet de définir ensemble quel est le problème auquel on travaille, quelles sont les solutions que l'on cherche, comment veut-on structurer ce travail que l'on fait et le structurer ensemble.
vos patients ont une expérience à communiquer. Ils ont un point de vue que vous n'avez pas au sein de votre organisme. L'éducation, la sensibilisation est un autre principe important. De nouveau, ne pas offrir de contexte à votre patient, ne pas lui donner de communication claire par rapport aux documents auxquels vous travaillez, des documents contextuels qui peuvent l'éclairer, cela mettra le patient dans une situation très difficile. Il sera plus vulnérable dans le cas des conversations que vous aurez. Alors très tôt, il faut sensibiliser le patient. La diversité, l'équité et l'accessibilité. Je vais les prendre l'un dans l'autre. Il vous faut une population diversifiée de patients. De nouveau, trop souvent, j'ai vu des retraités autour de la table. Très important d'avoir des retraités qui participent à vos panels. Mais ce qui est difficile, c'est que vous avez des opinions qui sont très similaires. Et la raison pour laquelle on a des gens plus âgés dans nos groupes, c'est que ce sont des gens qui ont souvent le temps de s'adonner à ce genre d'activité, qui ont aussi peut-être les moyens de participer aux réunions, de se déplacer aux réunions. Ils ont le temps qu'il faut, peut-être qu'ils se sentent un peu moins vulnérables, plus à l'aise de faire partie d'une réunion de conseil ou d'un contexte sanitaire ou d'un établissement. Alors, ce sont quelques exemples. Alors, renforcer la diversité, cela prend du temps. Il faut des mesures incitatives financières parfois, il faut des soutiens pour faire venir ces participants. Et il faut aussi du recrutement ciblé. Il faut s'adresser à des patients partenaires qui ne proviennent pas de vos poules conventionnelles de patients partenaires. L'équité est très importante. Qu'est-ce que j'entends par équité? Eh bien, il s'agit de pouvoir épauler vos patients partenaires par tous les moyens possibles, de sorte qu'ils puissent participer activement à vos travaux. Cela peut signifier verser des honoraires, cela peut signifier offrir de l'hébergement, assumer les dispositions de voyage, cela peut également signifier partager le pouvoir. Mais cela signifie aussi suivre le principe de jamais un, mais préférablement deux, trois ou plus encore. Et je viens d'une rencontre ce matin, une excellente réunion d'ailleurs, d'un organisme de prestataires de soins, où il était question de soins virtuels et je suis la seule patiente partenaire à la table dans un groupe de 20. Alors, j'y ai succombé aussi. Il y a des problèmes auxquels je suis témoin constamment, des problèmes desquels je suis témoin, mais le premier principe, et vous devez vous y attacher, toujours plus d'un patient partenaire. Accessibilité, également très important. Les patients, leurs familles, les prestataires de soins, ne peuvent pas toujours se rencontrer entre 9 heures et 17 heures du lundi au vendredi. Quand ont lieu vos réunions? Où organisez-vous ces réunions? Parfois, ça peut être difficile pour un patient partenaire de se rendre dans un hôpital s'il a vécu un moment difficile. Est-ce que vous tenez compte de cela lorsque vous songez à cette culture d'environnement propice à la participation? Et surtout, n'ayez pas des réunions de 8 à 10 heures. Est-ce qu'un patient peut participer à une réunion de 8 ou 10 heures s'il a, par exemple, une maladie chronique? À quoi ressemble l'accessibilité lorsqu'il est question du partenariat avec le patient? Des rôles bien définis et un objectif commun. C'est très important de l'établir d'entrée de jeu. C'est très, très important pour les travaux que vous ferez. Quel est le rôle du patient ou du proche? Et avez-vous une définition commune de l'objectif commun? Ou alors, est-ce que vous voulez tout simplement que vos patients partenaires vous donnent des conseils, de la rétroaction? Il faut que ce soit clair. Et ce sera à ce moment-là à vos partenaires qui sont patients si ils ont envie de participer à ce genre d'effort de participation ou alors s'ils préfèrent consacrer leur temps à autre chose. Définissez le rôle, définissez l'objectif commun. Vous devez le faire très tôt dans votre programme, dans votre défi innovation priorité santé, dans votre exercice, votre programme, enfin, quelle que soit la formule. Dynamique des pouvoirs. La dynamique des pouvoirs est silencieuse dans le travail que vous faites, mais c'est très important. Lorsque vous avez un patient qui entre dans une salle pleine de prestataires de soins, donc des médecins, de bureaucrates, cela peut être très intimidant.
Ça peut être difficile de partager son expérience dans un tel contexte ou d'être en désaccord. Alors, comment la dynamique des pouvoirs est-elle gérée? Que se fait-il au sein de votre organisme pour veiller à ce que vos patients partenaires aient une voix tout aussi importante à la table? Et enfin, principe important, l'expérience vécue. Ce sont des connaissances et une expertise essentielles dans toutes vos tables. Il n'y a pas de place ou d'endroit où un partenariat avec le patient ne saurait être utile. On l'a appris. Ici, à la FCSS, on a des projets très, très importants qui sont conçus par les hauts dirigeants. Et souvent, ils se disent, bon, comment est-ce qu'un patient peut s'intégrer à ces travaux? Et on réalise invariablement qu'il y a un potentiel partout pour faire participer les patients qui ont une expérience vécue. Et surtout pour la définition du projet. J'aime beaucoup ce diagramme de mon amie Marie-Pascale Pomé de l'Université de Montréal. Marie-Pascale Pomé a un doctorat et elle travaille souvent dans le domaine des partenariats avec le patient. Et ce qu'elle définit ici par ce diagramme, c'est un continuum très important qui montre l'évolution de la participation du patient vers les partenariats de soins. Je dirais que nous sommes vraiment passés du côté gauche, du paternalisme, qu'on voit très rarement dans le secteur des soins de santé, quoi qu'il puisse toujours exister, où le patient est tout à fait exclu de ce que l'on lui impose. Lorsqu'il est question d'élaboration de politiques, d'élaboration de programmes, et même dans le cadre de l'amélioration de la qualité et de l'innovation, on constate un virage. Les soins centrés sur le patient sont un terme que l'on constate de plus en plus souvent. Et c'est formidable de voir cette évolution vers l'inclusion du patient dans le travail que nous faisons. Et on est fort concentré sur la rétroaction et les conseils et ce cycle de participation du patient. Ma préoccupation par rapport aux soins centrés sur le patient, c'est qu'on fait au patient plutôt que pour le patient. Alors, lorsqu'il est question de soins interpersonnels, cela devrait être une question de partenariat. Lorsqu'il est question d'élaboration de politiques, de programmes, d'amélioration de la qualité, de sécurité du patient, d'innovation, toute cette longue liste, il faut vraiment faire un partenariat avec le patient. Lorsqu'il est question du système, peut-être qu'on peut avoir un axe davantage centré sur le patient. C'est-à-dire que le système doit être davantage centré sur le patient. Mais c'est un terme qu'on laisse de plus en plus derrière nous pour y préférer le partenariat avec le patient. Et les chefs de file en matière de mobilisation du patient sont fort attachés à cette notion. Dans l'élaboration des programmes, de la prestation des services, il s'agit de travailler avec le patient. Alors, je vous offre quelques définitions. Et je ne sais pas si mon ami Mark Weir est en ligne. Il a dit qu'il y serait. Mais voici une définition que Mark et moi avons conçue lorsque j'étais présidente du Conseil consultatif du ministère de la Santé et des soins de longue durée de l'Ontario. Nous posions la question, quelle est l'expérience du patient? Évidemment, l'expérience des patients correspond à leur évaluation des soins reçus à compter de leur première interaction avec le système de santé. Cette évaluation est influencée par les processus, le contexte physique des soins, à quoi ressemble la salle d'attente, est-ce sombre ou est-ce lumineux, et cela est également touché par les relations que le patient établit avec ses prestataires de soins, mais pas seulement les prestataires de soins, mais quiconque travaille au sein de cet organisme, de l'administration, ou à l'entretien ménager, à la sécurité, aux bénévoles. Et cette expérience est également façonnée par les attentes du patient à l'égard du système. Quand s'attend-il à être vu? Combien de temps s'attend-il à attendre? C'est ça, l'expérience du patient. La participation du patient est différente. La participation est la mobilisation du patient, du client, du résident, du public, de sa famille. Bon, c'est une liste beaucoup plus longue parce que ce n'est pas exclusif. Il s'agit de faire participer les gens à la prise de décision et dans toute une gamme d'activités des services de santé.
Et je vous donne un exemple ici, mais il y en a beaucoup. Il y a les politiques, amélioration de la qualité, sécurité du patient, innovation, enfin la liste est longue. C'est fondé sur la prémisse que l'expérience acquise du patient est un domaine d'expertise qui est peu employé. On commence à peine à gratter la surface et à comprendre l'impact que cette expertise peut avoir sur le système de santé. Mais on n'y est pas toujours, on est loin de la coupe aux lèvres, c'est-à-dire qu'on ne valorise pas suffisamment l'expertise du patient. Alors ça signifie collaboration et partenariat, ce qui me mène à la prochaine diapositive. De nouveau, désolé, j'ai oublié de citer la référence sur la diapositive précédente, mais vous les voyez au bas des diapositives. Alors, de nouveau, ceci a été conçu avec Mark Weir, moi-même et Mark Weir. À quoi ressemble le partenariat avec le patient? Eh bien, c'est un partenariat qui est une collaboration active et réfléchie. Il s'agit de tenir compte de valeurs, d'expériences, de connaissances partagées et de les intégrer pas seulement dans les discussions au sujet des soins, c'est-à-dire les soins du patient, mais dans l'ensemble du système. On sous-entend pouvoir, valeurs et buts, ainsi que responsabilités qui sont partagées et pour façonner toutes sortes d'aspects du système de santé. Alors, que signifient ces partenariats pour ce défi d'innovation priorité santé? Les patients et les familles nous poussent à innover. Ils nous poussent à comprendre quels sont nos angles morts. Ils voient les obstacles et les limites du système de visu. Ils cherchent des innovations. Si les choses vont de travers, les patients trouveront un moyen. Et ce moyen, c'est une innovation. Les patients et leurs familles ont une connaissance intime des obstacles et des limites du système qui influencent leur expérience, qui influencent leur sécurité et qui influencent leur capacité à avoir une santé optimale. Une chose que vous pouvez faire comme organisme de soins de santé, comme chef de file, comme bureaucrate, comme fonctionnaire, comme responsable des politiques, c'est déterminer comment créer un environnement sûr et adapté aux patients pour qu'ils puissent expliquer quels sont ces obstacles. Pour le moment, on a tendance à chercher soit les compliments ou les plaintes. Mais ce ne sont pas toujours des endroits sûrs pour les patients. Et lorsque vous pensez à l'innovation et l'amélioration de la qualité des soins, vous devez penser à trouver des endroits où le patient se sentira à l'aise de dire ce qu'il pense. Les patients, les familles, partenaires mettent l'accent sur les améliorations des soins. C'est-à-dire qu'ils ne veulent pas attendre pour avoir des soins, alors ils vont trouver des moyens de s'auto-gérer et de gérer leurs soins. Là, je parle de patients qui sont très autonomes. Ils offrent des solutions. Et ces patients et ces familles partenaires sont très importants du point de vue de la mobilisation, mais il faut aussi aller chercher ces patients qui sont peut-être moins actifs. Ils ont quand même une perspective très importante à communiquer par rapport au système de santé, comment mieux les intégrer au système. Alors, je reviens à l'observation que j'ai faite un peu plus tôt sur la diversité. Vous devez améliorer la participation des patients. Tout le monde n'est pas un patient actif au niveau 4. Vous devez penser aux divers types de patients et d'avoir une diversité qui soit la plus large possible. Jen Thornhill-Verma, est-ce que vous voulez répondre à une question qu'on a trouvée dans la boîte de dialogue? Alors, on nous demande, c'est difficile d'avoir des patients d'origine diverse. Et on a quelqu'un de Fraser Health qui répond, la diversité de la conversation, en ce qui me concerne, doit se concentrer davantage sur les personnalités intersectionnelles, c'est-à-dire race, genre, éducation, plutôt que l'âge. Je sais que vous vous serviez de l'âge comme exemple, mais dans le même domaine, les gens pensent à diversité parce que, bon, on est au Canada, c'est un pays très divers. Alors, pour revenir ou rebondir sur ce que disait notre collègue dans la boîte de dialogue, comment avoir des patients plus diversifiés? Julie Drury, non, vous avez raison. J'ai choisi l'âge parce que c'était l'exemple le plus simple, mais on peut penser à des patients qui vivent dans des contrées rurales, d'autres qui vivent dans des milieux urbains. On a des gabarits que je pourrais partager par rapport à des mesures qui pourraient être utiles pour vous pour assurer plus de diversité. Et merci beaucoup de votre observation. Comment faire venir davantage de patients qui puissent vous conseiller? Et je reviens à ce que disait Angela Morin,
une collègue à moi qui travaille à Kingston à présent, Angela parlait d'une approche en mosaïque de partenariat avec le patient. On ne peut pas s'attendre à ce que tous les patients partenaires veuillent faire partie d'un conseil consultatif des patients de leur famille, d'un comité directeur, etc. Alors, le choix de patients à partir d'un vaste éventail de projets peut être utile. Ça peut être aussi simple qu'un questionnaire qui est conçu par des patients pour des patients. Ça peut être aussi simple qu'un groupe de discussion au téléphone. Cela peut être aussi simple que des conversations au chevet du patient. Ce sont des choses qui peuvent se produire dans le système et dont on se sert peu. Ça peut être un groupe de discussion à très brève échéance. Il peut s'agir d'aller rencontrer les patients chez eux, dans leur communauté. Ça peut être un centre communautaire, un organisme communautaire, un groupe communautaire. Il en existe beaucoup. Et souvent, on n'investit pas beaucoup ces possibilités. On ne cherche pas ces communautés qui sont déjà organisées autour d'une culture, de l'âge, des interactions avec les systèmes de soins de santé, par exemple des groupes de cancer, de diabète ou de maladies rares. Donc, il y a bien des moyens de le faire. Je pense qu'il faut, avant d'amorcer des initiatives, il faut penser à la mobilisation de ces patients. Comment garantir, dans la meilleure par les meilleurs moyens possibles, quelle est cette diversité. Alors, je souhaite quand même signaler que la diversité ne sera pas parfaite. À moins de parler à tous les Canadiens de votre hôpital, de votre province, de votre pays, la diversité ne sera jamais parfaite. Or, il faut avoir un angle le plus large possible. Et alors, Anne-Hélène, merci pour la question. Jennifer Thornhill-Verma, c'est pourquoi j'aime beaucoup ces webinaires. J'aime beaucoup qu'on ait de l'interaction. Alors, nous avons aussi une intervention de Maggie qui nous dit la diversité fait également référence au fait que les patients partenaires sont hétérogènes. Chaque patient a sa voix, une perspective unique et nuancée, donc elle n'est pas forcément valorisée. C'est vrai, vous avez par exemple le statut socio-économique. Je fais référence à ce cadre de 6 leviers qui a été fondé sur les données probantes par rapport au système de soins de santé de l'avenir. C'est la raison pour laquelle vous avez 2 leviers côte à côte sur la santé de la population. Quelle est la population que l'on dessert et quelles sont ses caractéristiques? Et la participation du patient et de sa communauté. Il y aura toujours des déséquilibres. Ce sera toujours difficile de trouver un équilibre entre les deux, mais il est important de savoir quelle est cette population que l'on dessert avant de choisir le projet. Julie Jury, j'aime beaucoup avoir ces observations dans la boîte de dialogue. Je ne suis pas ici pour faire un cours magistral. Vous savez, comme le disait Maggie dans la boîte de dialogue, il y a beaucoup de perspectives différentes. Nous avons de l'expertise dans cette boîte de dialogue et en ligne. Donc, c'est formidable d'avoir cette conversation, car c'est un espace qui est continuellement en évolution. Je pense que l'élément fondamental de cet espace, et c'est mon point de vue personnel, mon opinion personnelle, c'est qu'il faut vraiment le voir comme un partenariat. Le partenariat, la mobilisation, le partage de la prise de décision, le partage d'un objectif commun, très important. Souvent, lorsqu'il est question de partager les prises de décision, les dirigeants d'organismes de santé disent « ça n'est pas possible, j'ai des ressources limitées, on ne peut pas partager les décisions ». De nouveau, ça dépend de votre définition de la prise de décision partagée, de son opérationnalisation aussi. Peut-être que je ne tiens pas les cordons de la bourse, mais je peux quand même définir une prise de décision partagée. Alors, Sabrina qui nous dit « excellente observation, Maggie, c'est vrai, chaque patient est unique et a sa perspective unique. » Alors, nous allons passer à une question de sondage. Nous allons continuer sur notre lancée puisque nous avons déjà amorcé notre dialogue sur les environnements propices à la participation. Alors, pour que le partenariat avec le patient soit efficace, les organismes doivent effectivement encourager un milieu propice à la mobilisation. Alors, voici 5 stratégies qui favorisent une culture de la mobilisation. Alors, parmi celles-ci, ce qu'on veut savoir, et d'ailleurs, vous commencez déjà à répondre, alors, ce qu'on veut savoir, c'est parmi celles-ci, quels sont les 3 dans lesquels votre organisme excelle? Et donnez-nous un petit exemple.
Alors, prenons l'occasion d'apprendre les uns des autres de toute l'expertise que nous avons au bout du fil. Alors, je vous donne quelques instants pour le faire. Alors, on vous donne un petit instant pour répondre. Je trouve toujours intéressant lorsqu'on fait ces sondages. Ça fait 2 fois déjà, ou c'est la troisième fois qu'on le fait plutôt. Le numéro 1 est généralement assez populaire. Et ce qu'on voit ici, bon, 71% disent que les patients font partie des groupes de travail et comités. Ça, c'est formidable de voir cette diffusion des patients ressources dans les organismes, qui ne sont pas confinés à un conseil consultatif des patients et des familles. Il y a 7 organismes qui le déclarent. La dernière déclaration, le dernier énoncé m'intéresse particulièrement. C'est une chose à laquelle la FCISS s'intéresse beaucoup par l'entremise de 2 programmes, Faire le pont vers la maison et Meilleur ensemble, c'est-à-dire comment l'organisme inclut les patients et leurs familles dans l'équipe de soins. Bon, je dis patients, mais je veux dire aussi proches ressources et proches aidants. Et ça, on est à 12%. Alors, je serais intéressée de voir de l'équipe qui a répondu qu'elle était chef de file dans le domaine, ce qu'elle a cité comme exemple. La Nouvelle-Écosse, un conseil consultatif des familles, des patients et du public qui est disponible pour toutes les équipes et programmes. Alors, je sais que nous avons aussi un programme de la voix du patient en Colombie-Britannique, on a Imagine Citizens en Alberta. C'est intéressant de voir ce que font les diverses instances pour offrir des conseils consultatifs. Bon, ce n'est pas suffisant, n'est-ce pas? Mais c'est un bon encre d'avoir un conseil consultatif provincial. Jennifer Thornhill Verma. Nous allons clore le sondage. Si vous avez d'autres observations, n'hésitez pas. Partagez-les dans la boîte de dialogue. Et si vous avez des expériences, on sait qu'il y a énormément d'expertise au bout du fil. Partagez cette expertise. N'hésitez pas. Alors, on vous laisse là-dessus pendant un petit moment, histoire de vous faire rigoler. Nos productrices nous disent meilleur diapo de tous les temps. Alors, Maggie qui adore. Julie Jury. Vous savez, on rigole, mais ça se produit constamment dans le système de soins de santé, pas vrai? Écoutez, ça se passe du côté des soins des patients. Vous avez peut-être un groupe de prestataires qui prennent des décisions pour un patient, sur un patient, sans que le patient ne soit dans la salle. Alors, euh, ça pourrait très bien se faire dans le groupe consultatif sur les soins à distance auquel je participe, où vous avez des médecins qui ont beaucoup de connaissances et veulent absolument améliorer les soins, parlent de la prestation de soins à distance sans jamais demander à un patient de participer à leurs efforts. Alors, il faut se poser la question, qui prend des décisions par rapport au fonctionnement du système? Tous les intervenants font-ils partie du groupe? Alors, cette diapositive-ci parle des relations qu'il faut mettre en place. C'est intéressant. Eh ben, ça ne se produit pas du jour au lendemain et ça ne se produit pas non plus en dilettante. Êtes-vous responsable de la mobilisation des patients? Ça signifie établir des liens, ça signifie avoir du leadership, cela signifie avoir du leadership à tous les niveaux de l'organisme, de tout en haut et jusque tout en bas. Ça signifie préparer les patients. Ça ne signifie pas que les patients doivent adhérer tout à fait à chacun des éléments de l'organisme, mais ça signifie que le patient doit comprendre quel sera son rôle. Et le patient doit être à l'aise avec cela. Cela signifie aussi beaucoup de communication entre les patients et le personnel. Le personnel doit être prêt à ce à quoi ressemblera le partenariat avec le patient pour qu'il soit significatif et utile.
Ça signifie aussi avoir des équipes qui comprennent la participation, qui comprennent les principes de la participation et comment les encourager partout dans l'organisme. Alors, les personnes qui travaillent en participation du patient et qui ont cette expertise sont essentielles à cet espace. Les inclure pour éliminer les obstacles est tout à fait fondamental. Cela signifie aussi avoir un axe stratégique. Comment définissez-vous ce partenariat au sein de votre organisme? Est-ce que ça fait partie de vos valeurs? Est-ce que ça fait partie de vos efforts stratégiques? Est-ce que cela définit les éléments de la stratégie dans votre organisme? Alors, l'expérience du patient et la centralité du patient doivent être des valeurs et des objectifs fondamentaux. Dans la boîte de dialogue, je vois que Kristen a parlé une ressource et Sabrina la remercie. Alors, Kristen, nous allons veiller à ce que ce soit communiqué à tout le monde suite à ce webinaire. Cela vient de NSHA, donc la Régie de la santé de la Nouvelle-Écosse. Donc, ça permet au public de participer à des consultations en ligne. Bon, je connais un peu mieux l'Ontario, j'y vis. Et QSSO Ontario et ministère de la Santé et des Soins de longue durée de l'Ontario ont aussi des pools de patients partenaires, plus de 600, qui participent aux initiatives d'établissement de politique. Alors, merci, Kristen. Alors, je ne vais pas trop insister sur les données probantes, mais je voulais quand même vous présenter 2 ou 3 diapositives pour vous montrer que ces partenariats sont appuyés sur des données probantes. Alors, si les dirigeants ne sont pas d'accord, que vous êtes incertain, que vous ne savez pas quelle est la réaction, les données probantes sont tout à fait parlantes. Nous savons que la participation du patient et un environnement propice à la participation donne une meilleure culture, des pratiques plus compatissantes, de meilleures expériences, cela donne de meilleurs soins, de meilleurs plans de soins qui sont plus conformes aux désirs des patients. Cela signifie qu'il y a plus de soutien pour les patients, les proches aidants et moins de réadmission. On sait que cela donne lieu à de meilleurs résultats de santé et une réduction de la charge de la morbidité. Et nous savons aussi que la participation du patient et l'environnement propice à la participation se soldent par moins de coûts. Et c'est un exemple des données qui sont de plus en plus prévalentes dans le domaine. Mais nous savons que nous avons encore beaucoup de chemin à faire. On parle beaucoup de co-conception. Je m'éternise un peu là-dessus parce que qu'est-ce qu'on entend par co-conception? Qu'est-ce qui se passe dans l'espace de co-conception? Qui peut décider de ce qu'est la co-conception, ce que ce n'est pas? Alors, on a toujours beaucoup de données probantes par rapport à la co-conception, sa qualité, sa méthodologie. On sait que c'est une occasion émergente de partenariat, mais il nous faut davantage de travail dans le domaine. Alors, je serais vraiment intéressée de savoir de nouveau dans la boîte de dialogue, de la part de nos patients partenaires ou de gens qui travaillent dans le domaine, de nous donner quelques exemples de domaines où vous avez participé à la co-conception, ce qui a été efficace, ce qui n'a pas été efficace. Alors, vous connaissez sans doute ce cadre qui existe depuis de longues années, mais c'est un excellent cadre auquel réfléchir. Surtout tandis qu'on a ces conversations, qu'on voit l'évolution de la participation du patient. Les flèches ne sont pas en sens unique. Les flèches peuvent aller dans un sens et dans l'autre, selon ce que vit ce patient, selon avec quoi il est confortable et selon aussi le niveau de confort de l'organisme. Et il manque des flèches qui font un lien entre les soins directs et l'établissement de politique parce qu'il y a des moments d'intersection. Mais Carmen et ses collègues sont un excellent point de départ. Ça vous permet de bien comprendre quel est ce continuum de participation. Le prochain cadre que je signalerai a été élaboré par IAPD, IAP2. Et IAP2 montre l'évolution que nous vivons à l'heure actuelle dans l'expérience du patient, la participation du patient, les partenariats avec le patient. Et on passe à une phase de leadership
où la prise de décision sera éventuellement prise par le patient, le public, les proches aidants, et où l'organisme mettra en œuvre ce que le public décidera. N'est-ce pas formidable? C'est difficile pour nous. Il faut vraiment partager le pouvoir et la gouvernance dans ce contexte. Alors, je ne veux pas m'éterniser là-dessus, mais je pense que ça permet de discuter de ce qu'est le rôle du patient dans cet espace d'innovation et d'amélioration dans nos systèmes de soins de santé. Alors, nous allons de nouveau céder la parole aux participants pour entendre, pour voir vos questions, vos observations. Alors, Anila dit que la co-conception a beaucoup d'impact, que c'est important d'avoir un environnement propice à la participation pour que ça réussisse, que ce soit possible, et aussi cibler les bons projets pour la co-conception. Maggie nous parle des environnements propices à la participation qui doivent être vastes sur le plan de leur portée. Il faut penser au partenariat avec le patient dans le système dans son ensemble, c'est-à-dire politique, programme, micro-macro, leur impact sur les pratiques. Et elle parle des changements qui se produisent en Ontario, les équipes Santé Ontario qui offrent une occasion extraordinaire de partenariat avec le patient. Et donc, une fenêtre qui permet d'inclure la voix du patient dans la co-conception partout dans ces équipes Santé Ontario. Alors, ce sont les principaux commentaires. Ou sinon, les gens disent que les diapositives sont très disponibles. Ils veulent savoir s'ils auront accès à ces diapositives. Après, tout à fait, vous aurez à la fois les archives et les diapositives. Par ailleurs, vous pouvez m'envoyer un courriel ou vous pouvez prendre le téléphone et m'appeler. Cela fait partie de mon rôle ici à la Fondation. Je souhaite de nouveau vous demander de participer à une discussion par rapport aux certains défis, certains des obstacles auxquels vous faites face sur le plan de partenariat avec les patients, les proches aidants. Comment ces obstacles deviennent des opportunités? Il y a énormément d'expériences au sein de ce webinaire. Alors, on vous laisse quelques instants pour que vous puissiez saisir vos obstacles que vous avez transformés en occasion. Jen Thornhill Verma. Eh bien, Mark Weir s'est joint à nous et il dit qu'un des plus grands obstacles qu'il entend de la part du personnel, c'est le temps. Parce que, vous savez, la participation du patient est vraiment relationnelle. Alors, ce que vous entendez souvent des gens dire que ça prend trop de temps. Julie Drury, merci Marc de la question. Alors, je me demande pourquoi vous n'y avez pas répondu vous-même, en fait, au lieu de me mettre sur la sellette. Et j'aimerais bien savoir ce que les autres en pensent aussi. Alors, voici quelques-unes de mes réflexions. D'abord et avant tout, lorsqu'il est question de prestataires et de patients, bon, je vous rappelle que justement, je participais à une réunion où il y avait énormément de prestataires et j'étais la seule patiente ce matin. Il faut absolument que la participation du patient fasse partie de nos écoles, nos facultés de médecine, de la formation des professionnels. Ça se fait dans certaines zones du pays à un niveau très élémentaire par rapport à l'expérience du patient, mais il faut vraiment faire des progrès, identifier comment cet aspect relationnel est très important. L'autre espace également sur lequel on doit se concentrer, de l'autre côté du spectre, du côté des dirigeants des organismes, on doit, entre autres, reconstruire des programmes comme ceux de Force. Vous connaissez peut-être le programme Force de la FCISS qui fait l'objet d'une refonte après 15 ans. Il y aura un module sur la participation du patient, le partenariat avec le patient, c'est-à-dire à quoi est-ce que ça ressemble et à quoi ressemble un environnement véritablement propice à la participation. Quelles sont les ressources, quel est le leadership qu'il faut. Et les ressources, entre autres, c'est l'établissement de relations, prendre le temps et montrer par l'entremise de données probantes qui vont grandissant d'ailleurs que c'est très important pour avoir un organisme efficace dans le milieu de la santé. Jen Thornhill Verma, quelques autres observations qui ont été saisies dans la boîte. Donna Rubenstein qui dit, du point de vue co-conception, la recherche,
En tant que patiente partenaire, il y a une grosse différence entre contribuer une fois qu'une subvention est obtenue plutôt que participer à la rédaction de sa demande. Vous avez Maggie aussi qui dit que l'expérience du patient est souvent cachée, elle n'est pas visible et elle aimerait qu'il y ait un changement de culture où l'expérience du patient est très visible, surtout dans les hôpitaux. Calgary Foothills, Jackie, qui nous dit que le recrutement était difficile. Elle a beaucoup apprécié vos suggestions par rapport aux partenaires de la communauté, changer l'heure des réunions. Pensez vraiment à ces obstacles à la participation. Julie Jury, j'aime beaucoup cette observation, Jackie. Vous savez, j'ai eu l'occasion de rencontrer le centre communautaire Somerset West. On a 6 grands centres communautaires qui offrent des soins de santé ici à Ottawa, dans le centre-ville, et on m'a invité à prendre connaissance des programmes de ce centre. Il y avait des gens qui avaient été dépendants d'opioïdes, des mère célibataire, une femme qui était autrefois une professionnelle et qui maintenant doit s'occuper de son mari qui est gravement malade et qui doit s'y retrouver dans le système. Enfin, vraiment, toute une gamme de gens et de perspectives. Et ce qui était vraiment fort intéressant pour moi, c'était de comprendre ce qui les rendait confortables dans un espace de réunion. Et une des observations était de la nourriture. Si vous nous nourrissez, on viendra. Et ensuite, il faut avoir des aliments qui soient adaptés sur le plan culturel. Vous savez, la nourriture, c'est une force qui permet d'unir chacun des membres du groupe. Il faut sortir de notre carcan conventionnel, c'est-à-dire 9h, 17h dans l'établissement. Et il faut réfléchir à ce qui permet d'établir des liens, de la compassion, ce qui permet d'établir un lien entre les membres de l'équipe. Alors, merci beaucoup de cette observation. Alors, nous allons conclure la conversation là-dessus, mais si vous avez d'autres choses à soulever, point de vue obstacles et opportunités, n'hésitez pas, saisissez-les dans la boîte de dialogue. Alors, on avait déjà parlé de cette diapositive, mais il était question de la mosaïque de participation, c'est-à-dire pensez au projet, à la population et aux personnes que vous devez entendre. Et ensuite, demandez-vous, est-ce que j'ai bien entendu de la part de toutes les personnes que je dois consulter? On a une philosophie à la FCASS que j'aime beaucoup. C'est encore mieux si. Alors, c'est notre philosophie. Quand on pense au travail que l'on fait, on termine notre travail puis on se dit, ah, c'était bien, mais ce sera encore mieux si. Alors, pensez à vos approches et demandez-vous, qu'est-ce qui pourrait d'améliorer, qu'est-ce qui permettrait d'améliorer le résultat? Alors, si vous ne recevez pas ces bandes dessinées régulièrement, je vais vous encourager à les consulter. Alors, avant de prendre ma décision, j'aimerais vous demander votre opinion. Vous êtes censé vous sentir mobilisé, entre guillemets. Et puis, l'employé dit à son patron, vous allez vraiment nous écouter? Et le patron répond, ben, j'espère que c'est l'impression que les gens auront de l'extérieur. Alors, vous avez déjà vu une émission de cuisine où vous avez un chef qui parle des ingrédients dont il se sert, qui prépare par exemple un gâteau, qui met ça dans son four et entre-temps, il ressort un gâteau tout à fait cuit. Puis vous vous dites, bah, attendez, là, moi je pensais qu'on participait au processus ensemble, qu'on allait cuire ce gâteau ensemble. Et peut-être qu'en fait, je n'avais pas envie d'avoir un gâteau, je voulais une tarte ou je voulais quelque chose de salé. En fait, l'idée du gâteau prêt, c'est ce geste symbolique. Où en êtes-vous dans la mobilisation véritable des participations? Est-ce que vous partagez vos valeurs? Est-ce que la participation est réelle ou symbolique? C'est très difficile. Ce n'est pas un travail simple. Et ce n'est pas quelque chose qu'on peut faire en dilettante. Alors, demandez à vos patients, vos résidents et leurs proches de participer. Si vous ne le faites que de manière symbolique, vous allez créer un environnement très négatif. Les patients le ressentent tout de suite. Même s'ils ne savent pas tout à fait ce qui se passe, ils sauront rapidement que ce n'est pas authentique.
Alors, comme organisme, vous devez prendre un peu de recul et réfléchir à votre approche de mobilisation pour véritablement la préparer de manière réfléchie avec vos patients partenaires. Alors, j'aime beaucoup cette observation de Jenny Harder qui dit qu'il est important que les dirigeants soient engagés à l'élimination des obstacles. C'est très important. Vous savez, les coûts du transport, les services de garde. Et si vous devez vous occuper d'un parent âgé ou d'un conjoint malade, l'interprétation. On ne parle pas tous la même langue. On vient d'une culture différente. Alors, merci beaucoup de cette observation de Jamie Herder qui était dans la boîte de dialogue. Alors, je conclue sur 2 diapositives que j'aime beaucoup. Avant de venir à la FCASS, je me disais, bon, je suis patiente partenaire, je m'intéresse à la mobilisation, mais j'ai vite compris que je devais partager mon savoir. Entre autres, c'est la raison pour laquelle je fais partie de ce webinaire, pour préciser le rôle, renseigner les autres par rapport à mon rôle et la valeur que je contribue. Alors, c'est beaucoup la raison pour laquelle je présente ces diapositives. Et d'ailleurs, c'est ce que disait Mark Weir un peu plus tôt. Il faut rappeler à vos équipes que les patients ont une valeur unique. Outiller les patients pour qu'ils réussissent, les faire participer d'entrée de jeu, inclure les patients et proches ressources dans les objectifs, mais aussi dans plus de programmes. Alors, je ne vais pas tout lire, mais ce sont d'excellentes leçons apprises ou enseignements retenus. Et j'aime bien la présentation qu'en fait la FCASS. C'est un exemple d'un organisme qui a réussi à adopter cette attitude d'environnement propice à la participation. Ça n'a pas été facile et c'est un environnement qui continue d'évoluer, n'est-ce pas, Jen? Jen Thornhill-Verma. Oui, alors je pense à un des premiers projets collaboratifs qu'on avait organisé par rapport à la participation du patient et de sa famille. C'était la première expérience pour certaines de ces équipes qui faisaient intervenir un patient à une réunion pour parler d'amélioration de la qualité. C'était une première pour nous aussi. Maintenant, lorsque je pense aux collaborations, aux projets collaboratifs que nous avons faits, nous avons beaucoup de projets collaboratifs et un bon nombre de ces projets collaboratifs seraient impossibles sans la participation de patients et de proches ressources, souvent parce que bon, parfois, on a des personnes âgées qui ont des maladies chroniques. Vous savez, les proches aidants jouent un rôle très important dans leur vie quotidienne. On ne peut pas s'en passer. Alors, avoir ces réflexions qu'on ne peut pas avoir si on n'a pas de patients de proches ressources autour de la table. On apprend avec nos équipes. Julie Jury. Bon, ensuite, vous avez les leçons tirées des prestataires. Vous pouvez les lire à loisir, vous pouvez les imprimer, d'ailleurs ça se trouve sur le site web de la Fondation, vous pouvez les partager avec votre organisme. Il s'agit de partager la valeur de la contribution du patient et ce à quoi ressemble un environnement propice à la participation. Alors, la CASS a énormément de ressources. On a une plateforme de participation du patient. Vous trouverez toutes sortes d'outils qui permettent d'améliorer la participation du patient, les pratiques. Ceci provient d'un grand nombre d'organismes de partout au Canada et d'ailleurs aussi. C'est une base de données qui peut faire l'objet de recherches. Je vous remercie si vous avez contribué à cette plateforme. Et d'ailleurs, j'ai offert des références ici, des ressources, des outils, des trousses d'outils qui vous permettront d'amorcer ce travail. Alors, sur ce, je cède la parole à Jennifer et Lindsay qui vous parleront du défi innovation priorité santé. Jennifer Thornhill-Verma. Alors voilà, nous allons prendre quelques instants pour vous donner un très bref aperçu de ce défi innovation priorité santé, mais vous trouverez davantage de renseignements en ligne. Tous les webinaires sont ouverts, vous pouvez participer tant que vous voulez. Lindsay Arrow, merci Julie d'avoir partagé votre expertise. Alors que vous fassiez partie du défi Innovation Santé, vous envisagiez d'y participer si vous n'avez jamais entendu parler de ce défi, que vous travaillez en santé, que vous êtes ici, nous sommes heureux que vous soyez des nôtres. Et on voulait simplement participer quelques renseignements sur le défi Innovation Priorité Santé tandis qu'on est ensemble.
Alors, je passe tout de suite au défi. Le défi, c'est notre façon de faire participer les équipes pour améliorer l'accès aux services de santé mentale et de lutte contre les dépendances et soins à domicile et en milieu communautaire. Cela permet aux équipes d'inscrire un programme ou un projet existant ou d'en démarrer un nouveau. On vous demande de partager vos progrès, c'est-à-dire vos données par rapport aux résultats et les patients touchés. Vous pouvez participer jusqu'en août 2020, mais les équipes qui s'inscrivent tôt bénéficient plus vite. Nous avons des équipes qui viennent de recevoir 10 000 $ par équipe pour du travail qu'elles ont fait par rapport à la participation des patients et la mobilisation du public. C'est un excellent moyen d'avoir des ressources pour faire le travail que vous devez faire. On a parlé de ressources et des limites, point de vue ressources. C'est un excellent moyen de permettre aux équipes de profiter du travail réalisé par les autres. Alors, à venir, en janvier, nous permettrons aux équipes de recevoir jusqu'à 150 000 $ au total. Alors, d'excellentes possibilités à venir. Et donc, rapidement, aujourd'hui, on voulait partager les moyens de participer. Donc, pour participer au défi, en participant au défi, vous allez interagir avec les équipes et vous pourrez aussi partager l'impact que vous avez sur l'amélioration de l'accès aux soins. Il y a énormément de connaissances, alors on essaie de vous réunir le plus possible pour que vous puissiez accéder à ce savoir. Les équipes se joignent à des webinaires comme celui-ci et participent à des défis. Et il y a des récompenses financières tout au long de ces défis, jusqu'à 400 000 $ en récompenses disponibles. Alors, c'est considérable. Nous voulons que vous continuiez sur votre lancée. Alors, si vous réussissez à remporter un prix, vous pourrez dépenser l'argent comme vous l'entendez. J'ai signalé il y a quelques instants que vous devez communiquer des données, alors je veux quand même m'attarder un peu là-dessus. Nous avons 12 indicateurs. Pour inscrire votre programme ou votre projet, vous devrez partager vos données et vos progrès en faveur de l'amélioration pour un de ces indicateurs au moins. C'est une étape très simple, vous partagez mensuellement. Si vous en êtes au tout début de votre travail et vous n'avez pas encore de données, ce n'est pas grave. Vous pouvez vous inscrire à tout moment. Une fois que vous aurez des données, vous n'aurez simplement qu'à les partager avec nous. Nous cherchons des équipes qui font un travail innovant avec des résultats préliminaires et éventuellement, nous espérons pouvoir les diffuser et les mettre à l'échelle. Et en définitive, ce sera pour améliorer l'accès aux services de santé mentale et en toxicomanie, ainsi que les soins à domicile et en milieu communautaire. Alors, je sais que cet aperçu est très rapide, mais sachez que notre équipe est ici pour vous aider si vous avez des questions. Nous espérons que nous avons un peu piqué votre intérêt, mais peut-être que vous voudrez avoir plus de renseignements pour savoir si ça cadre bien avec vos projets. N'hésitez pas à communiquer avec nous. Vous voyez Sabrina partager nos courriels, nos adresses électroniques. Vous pouvez communiquer avec nous. Nous serons heureux de faire un suivi. Alors, à ce stade-ci, je cède de nouveau la parole à Jen. Jen Thornhill-Verma, merci. Alors, j'espère que vous avez un aperçu très général de ce qu'est ce défi Innovation Priorité Santé. On cherche à améliorer l'accès aux soins en santé mentale, en toxicomanie, à domicile et soins communautaires. C'est impossible à faire sans le patient, le résident, sa famille. C'est grâce à eux qu'on pourra identifier les lacunes du système. Il y a certains indicateurs qui sont des indicateurs qu'on dira -1, c'est-à-dire il faudrait empêcher les gens d'aller à l'hôpital en améliorant les soins à domicile et les soins communautaires. On veut aussi penser à la détresse vécue par les proches aidants. Il y a beaucoup d'équipes qui se disent comment aider les proches aidants avant qu'ils ne se sentent si démotivés, qu'ils se sentent désemparés. Comment faire la promotion de la santé dans un système qui s'intéresse généralement à la maladie. Alors, je pense que c'est en faisant participer le patient et sa famille qu'on y arrivera. Alors, n'hésitez pas, participez à notre prochain Winibear. Tous les webinaires sont disponibles. Julie vous a dit aussi que vous pouviez communiquer avec nous si vous voulez voir si ces défis s'adressent à vous. Nous avons énormément de ressources. Alors, Julie et Lindsay sont disponibles. Elles peuvent vous aider. Et pour le défi Innovation Priorité Santé, bon, Lindsay est à Kingston, mais elle peut vous aider partout. Vous avez Sabrina qui est à Terre-Neuve-Labrador qui est disponible aussi. Alors, je vous remercie d'avoir participé à ce webinaire. Nous avons beaucoup amélioré votre participation. Vous êtes tous des experts et vos commentaires nous sont précieux.
Alors ici, à la FCISS, nous avons aussi nos collègues qui travaillent en coulisses. Merci à elles aussi. Et merci à vous tous d'avoir participé à ce webinaire. On vous demande quand même de remplir le sondage affiché à l'écran. Pour rejoindre ce que disait Julie, on souhaite toujours améliorer nos webinaires. Alors n'hésitez pas, dites-nous ce qu'on a bien fait, ce qu'on pourrait faire mieux. Alors cela conclut le webinaire d'aujourd'hui. La téléphoniste, ceci conclut le webinaire d'aujourd'hui. Merci de votre participation. Vous pouvez à présent en raccrocher. Passez une excellente journée.